Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonsoir, bienvenue dans Précédemment et sur Radioverse. Ce soir, nous recevons François Cereza. Bonsoir François Cereza. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour cette interview, je ne suis pas seul, non. Je suis en compagnie d'Elmina, étudiante en journalisme et qui va m'épauler pour cet entretien. Bonsoir Elmina. Bonsoir. Alors Elmina, justement, comme les moniteurs de mon époque qui jetaient les enfants récalcitrants à l'eau lorsqu'il fallait leur apprendre à nager, je te jette tout de suite dans le grand bain. Je te laisse commencer cette interview. Alors, François Cereza, vous avez créé le supplément du nouvel observateur Téléops. Ah, mais ça, c'était le dernier truc, ça. Il y a eu plein de choses avant. Ok, d'accord. Au Nouvel Observateur, j'y suis resté 20 ans. J'ai été rédacteur en chef après. Voilà. Ok. Donc, du coup, vous êtes également le fondateur et rédacteur de la revue Service littéraire. Oui. Vous venez par ailleurs de publier Total Western aux éditions Séguier. Mais avant de laisser Christophe en parler, j'aimerais d'abord revenir un peu sur votre carrière de journaliste et votre ressenti. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre tout premier souvenir en tant que journaliste ? Un des tout premiers souvenirs, c'est peut-être pas le tout premier, mais un des tout premiers souvenirs, j'étais pigiste au Quotidien de Paris de Philippe Tesson. Donc ça remonte loin. Hein. Et puis, il y avait une conférence de rédaction et j'avais un copain avec qui j'avais été à l'armée qui m'avait dit « Ah, bah, je vais essayer de te faire entrer au Quotidien de Paris parce que c'est un journal sympa et tout ça. Il y a aussi bien des gens de gauche que des gens de droite. Il y a beaucoup de libertaires, d'anards, etc. » C'était le fait est que c'était dirigé par Tesson qui partait un peu dans tous les sens. Et donc, lors de cette réunion, j'entends qu'on pose la question est-ce que quelqu'un voudrait faire les rendez-vous du Bois de Boulogne? Alors, personne. Et moi, j'étais là et je lève la main. Oui, moi, je veux bien. Qui c'est celui-là? Il y a mon copain Serge Bressan, pour ne pas le citer, puisqu'il était responsable du service sport au Quotidien de Paris. Il dit ah bah c'est François Cereza. Il a fait un stage déjà au Nouvel Observateur. Il a travaillé un petit peu dans d'autres journaux. Il est prêt à le faire. Donc dès le lendemain, j'ai téléphoné au commissaire Solaire, qui était le patron de la brigade mondaine à Paris, et nous sommes allés au Bois de Boulogne pour voir tous les rendez-vous un peu cochons qu'il y avait. D'accord. Quelques distances, ça veut dire quoi par rapport au sujet? Ah oui, par rapport au journalisme. Ah oui, parce que vous savez, les rendez-vous du Bois de Boulogne, il y avait de tout. Il y avait les exhibitionnistes, il y avait des prostituées, il y avait. C'était une sorte. Ça l'est toujours, d'ailleurs, je crois, je sais pas. C'était toujours un nid de rendez-vous de sexe, quoi. Voilà. Donc, c'est le premier article que j'ai fait au Quotidien de Paris. D'accord, sur un coup de ensuite, dé, on va le dire. Voilà, et puis ensuite, comme ça a plu, j'ai fait plein d'autres choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, d'ailleurs, puisque j'avais fait une excursion au Jardin des Plantes, et puis ensuite, je suis devenu, moi qui n'y connaissais rien, spécialiste de la vidéo et de la hi-fi et des caméras amateurs. D'accord. Et donc, je faisais une page par semaine dans le quotidien qui était dans ce supplément qui était à l'époque dirigé par Canavaggio. Je suis resté là pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, vous savez, parce que dans un quotidien, quand vous faites beaucoup d'articles, vous faites ce qu'on appelle un gros pressbook. Et il se trouve qu'en plus, à la fin de cette année et demie, comme j'étais un spécialiste, comme je vous ai dit, de la hi-fi, je n'y connaissais pas grand-chose, mais par contre, je faisais des interviews. Et là, j'ai été interviewé des gens qui étaient des grands intellectuels, comme Vladimir Jankélévitch, comme Edgar Morin, comme Pierre Schaeffer. Sur quoi? Sur la restitution sonore, et je veux dire, la restitution sonore par rapport à l'original. Voilà, donc il y avait aussi enfin, il était déjà mort, mais j'avais reçu des informations d'un grand pianiste qui s'appelle Glenn Gould, Oui. plus évidemment de grands chanteurs d'opéra comme John Vickers ou Montserrat Caballé, pour savoir quel était le plus intéressant, si c'était de voir le spectacle en direct ou si la restitution sonore, c'est-à-dire par le biais du disque et maintenant du CD, était quelque chose qui était important pour eux. Voilà.
D'accord. Alors ma question suivante, c'est, est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement, précis, une prise de conscience qui vous a, comment dire, donné envie de devenir, journaliste? Non, pas vraiment. Je suis devenu journaliste, je vous dis, par accident et grâce à cet D'accord. ami Serge Bressan. Et puis aussi parce que, bon, évidemment, ça peut aider, mais mes parents étaient très amis de Jean Daniel, le directeur du Nouvel Observateur. Mmh. Donc, à l'époque, j'avais fait, moi, je sais pas, comme on dit, 12 métiers et 13 misères, quoi, hein. C'est-à-dire que j'avais été livreur, représentant, mannequin, enfin, j'ai fait 36 000 choses. J'ai même été élève du cours Simon en art dramatique. Alors, vous voyez, je me sentais pas véritablement destiné à faire du journalisme, mais par contre, j'écrivais déjà pour moi. Puisque quand même, parallèlement à ce métier de journaliste, j'ai quand même écrit, bah, maintenant, quand je compte, il y a quand même 40 livres. D'accord. Vous Voilà. avez écrit avant d'entrer dans le journalisme? Vous aviez publié avant d'entrer dans le journalisme ou? J'avais pas publié, mais j'écrivais déjà. D'accord, OK. OK. Et du coup, en fait, par rapport à vos premières expériences, comment est-ce qu'elles ont influencé votre vision du journalisme? Bah, vous savez, je vous dis, c'était une sorte d'aventure, parce que moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai appris sur le tas et je dois avouer que là où j'ai appris le plus, c'est pas au Quotidien de Paris, où pourtant j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, mais c'est au Nouvel Observateur, où je suis rentré, grâce donc à Jean Daniel, et où je suis devenu l'adjoint d'un monsieur qui s'appelait Walter Lévino. Et ce Walter Lévino avait créé au Point, le journal Le Point, il avait créé le guide du Point. Et il avait été embauché au Nouvel Observateur pour faire une sorte d'équivalent qu'on a appelé les rendez-vous. Donc voilà, je suis devenu son adjoint. J'ai appris à faire un journal parce que j'allais, comme on dit, à l'imprimerie et au marbre. Au marbre, c'était là où on construisait les pages, vous savez. Mmh. Et c'était pas encore à l'époque en photocomposition, mais c'était en plomb. Donc ça, d'une part, l'aspect technique, bah, qui m'a rendu beaucoup service là, pour faire mon journal. Et la deuxième chose, eh bien, étant l'adjoint de Voltaire Lévino, on avait fait un guide où c'était un guide à la fois culturel et pratique. Donc, j'ai côtoyé des gens aussi connus que Jean-Louis Bory, qui a été un grand journaliste qui avait été critique de cinéma et des prix Goncourt, Maurice Fleuret, spécialiste de la musique, Guy Dumur, bon, etc., etc. Voilà. Donc, c'était pas une vocation, si vous voulez, d'être D'accord. journaliste. C'était pour moi le moyen d'écrire. Puisque j'écrivais déjà, OK. euh, bah, le fait de devenir journaliste, c'était le parallèle, le pendant, quoi. D'accord. Et du coup, par rapport à ce que vous avez dit, donc vous n'avez pas fait, d'école de journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui on devient journaliste de la même façon, par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? J'ai pas l'impression. Comme maintenant tout est technocratisé, Mmh. bah, ça me semble difficile. Peut-être que ça existe encore, hein, je sais pas. Par exemple, peut-être que dans les journaux de province, enfin encore qu'ils soient très modernisés et très, je veux dire, très informatisés, mais peut-être qu'on peut encore apprendre sur le tas, hein. Vous savez, moi, au Nouvel Observateur, je parle d'avant la période du Quotidien de Paris, parce que j'avais fait un stage au Nouvel Obs de 1 mois, je crois. Vous savez ce que je faisais? Je découpais les dépêches et je les apportais parce qu'à l'époque, on travaillait beaucoup avec l'AFP. C'était pas encore moderne comme maintenant. Donc, je découpais les dépêches et je les apportais aux grands reporters qui avaient pour nom quand même, puisque c'était pas rien, au Nouvel Observateur, Olivier Todt, Jean-Francis Held, Guy Sidbon, Josette Alia, enfin, etc., etc. Vous avez connu, Pierre Bénichou? Bien sûr, oui. Oui. J'ai lu, Les absents ont levé le doigt, qui Oui, qui est qui m'a j'ai adoré ce livre, une écriture mais super, et j'ai appris un petit peu la vie de Pierre Bénichou via ce livre. oui, oui, qui n'est pas un livre de Bénichou, qui est un livre sur lui. C'est ses chroniques, oui, c'est ses Ouais, chroniques sur Nouvelle Obs. ouais, oh, bah, les chroniques, il n'en a pas fait beaucoup parce qu'il n'écrivait pas beaucoup, Pierre Bénichou. Il était plutôt un spécialiste des titres. Oui. Ce qui est ensuite devenu mon cas, parce que j'ai été rédacteur en chef technique au Nouvel Observateur pendant 7 ans, et donc j'ai fait beaucoup de titres, quoi. D'accord. Mais ça veut dire que les chroniques, c'est pas lui qui les a écrites? Il a juste fait les Oui, titres? si, mais il n'en a pas fait beaucoup, vous savez ce D'accord, oui, qu'il. oui, le livre est tout petit, hein. C'est une Ouais, ouais, centaine de pages.
En fait, il était spécialisé dans les nécros, comme on dit. C'est-à-dire Mm. qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui mourait, c'est lui qui faisait l'article. Oui, oui, bah, c'est ce dont on parle effectivement, le livre, effectivement. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit, donc le fait que c'était devenu un peu, technocrate, est-ce que dans ce cadre-là, selon vous, la pratique, journalistique, est-ce qu'elle a changé aujourd'hui? Je ne peux pas vous répondre parce que je suis plus dans les grands journaux. Enfin, encore que je dis ça, mais là, cet été, il y a le Figaro qui m'a demandé, en tant qu'écrivain, hein, pas en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, de couvrir les Jeux Olympiques. D'accord. Donc, mais je l'ai fait par ordinateur, ce qui fait que j'étais pas au journal, j'étais pas au Figaro. Je faisais ça depuis mon poste d'ordinateur par Internet. Donc, je peux pas vous répondre sur ce qu'est devenu le journalisme, les journaux. J'ai l'impression quand même que déjà, ça commençait au Nouvel Observateur quand je suis parti. C'était les bureaux paysagers, vous savez, transparents, tout le monde se voit. Ce que moi, je n'avais pas connu au Nouvel Observateur quand on était à l'époque rue d'Aboukir, qui était un lieu formidable. J'ai d'excellents souvenirs. De ce que vous dites là, depuis tout à l'heure sur votre métier, j'ai l'impression que c'était un peu l'aventure, quoi, le métier de journalisme. Que vous êtes arrivé au journalisme sur un coup de poker. Oui. Moi, je vais m'occuper de ce sujet. J'ai l'impression que c'est devenu un peu plus formaté, notamment votre vie, quoi. Vous avez dit, vous avez été mannequin, vous avez été militaire aussi. Vous avez fait plein de métiers avant de vous poser sur le journalisme. Cette aventure-là, cet esprit d'aventure, les journalistes l'ont perdu ou pas, d'après vous? Oh bah oui. Oui. Non seulement ils l'ont perdu, mais en plus, ce sont des gens en général qui ne vérifient pas leurs informations. Ils croient que parce qu'ils ont un micro devant eux, ce sont des demi-dieux. Je parle évidemment de tout ce qui est l'audiovisuel. Je n'aime pas ces journalistes qui parlent pour ne rien dire. Et quant à la presse écrite, maintenant, j'ai l'impression que, comme la télévision est là pour tout, hein, vous savez, c'est-à-dire que dès qu'il y a un événement dans le monde, c'est la télévision qui est l'information la plus directe. C'est pas un journal. Un journal, on envoie un grand reporter ou un reporter pour savoir ce qui se passe et tout ça. Bon, et il écrit, mais quand il écrit quelque chose qu'il pense lui, mais plus tellement les choses qui se passent là-bas. Parce que les choses qui se passent là-bas, on les a déjà eues ou à la radio ou à la télévision. Tout est en direct, vous vous rendez compte. Maintenant, on a, je ne sais plus combien de chaînes d'infos et tout, donc c'est plus du tout. Il n'y a pas de comparaison, quoi. C'est-à-dire, si jamais on prend l'époque bénie du journalisme avec quelqu'un comme Joseph Kessel, je suppose que Elmina. on a dû vous parler de Joseph Kessel, non? Peut-être pas. Non, j'en ai pas entendu parler. Ça a été, vous savez, un grand reporter. Ensuite, il a été à l'Académie française. C'est lui qui a écrit Le Lion, c'est lui qui a écrit Les Cavaliers. Et ça a été un grand reporter. Il a couvert tous les grands événements entre, disons, la fin de la guerre de 14 jusqu'aux années 50. Donc, ce sont des gens qui étaient sur le terrain. Ce qui ne veut pas dire que les journalistes ne sont pas sur le terrain, hein, vous me comprenez bien. C'est par rapport à la presse écrite. Je pense que la presse écrite a un petit peu changé. D'ailleurs, elle a tellement changé qu'elle ne se porte pas très très bien, comme vous le savez. Oui. Parce que on a toutes les informations en direct maintenant, comme je vous le disais, à la télévision et tout ça. Donc, avec des gens qui viennent commenter, des commentateurs politiques, des historiens, des sociologues, etc. Donc, c'est difficile pour la presse. Il faut que ça soit une presse un peu d'opinion, comme c'est le cas un peu. Hein. C'est-à-dire que Le Monde, il se situe à gauche, Le Figaro, il se situe à droite. Et puis voilà. Et on a plus besoin, d'une certaine façon, dans le journalisme actuel, me semble-t-il, de commentateurs que d'enquêteurs et de reporters. Alors, il y a toujours des enquêtes, évidemment. Et puis, parfois des enquêtes, justement, qui déclenchent dans l'audiovisuel d'autres enquêtes et d'autres commentaires. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Headed
tell me nothing. You can't tell me nothing. Maserati, got a V12 for my bride. Foggy Rocky Road, got a three-wheeler inside. All I wanna do is take a pill, catch a chill vibe. Real Prince, really do real dumb. I'ma take a horse to Southbury Road. I don't remember her name, but I painted on her nose. Country money, I don't gotta do no tools. I'm a menace, I got women trying to sneak me through they doors. Can't nobody tell me nothing. Tell me. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me, can't tell me. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Hold up, let me tell ya something. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Hop up in my Razor, got 1,000 acres. Ride up on the cows with it, pray that it don't phase her. I-oh, yippee-okay. If you ain't got no giddy up, then giddy out my way. I'm gonna Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Merci Almina, on se retrouve tout à l'heure dans la dernière partie de l'interview. On va passer à votre livre, François Cereza, Total Western, et aux éditions Séguier. On mettra tous les liens sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous avouer quelque chose, c'est que moi, j'ai été attiré par votre livre. Alors, outre la couverture, qui est super, elle attire, il n'y a rien à dire. Super, super couverture. Mais j'étais attiré par le thème, le western. Parce que je vous avoue, c'est là où je vais vous avouer le truc, je ne connais rien au western, pas du tout. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne façon de parfaire ma culture cinéma. J'ai lu le livre, et au final, je pense que et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, c'est que le western, c'est pour vous un prétexte pour parler de votre enfance. J'ai plus retenu de détails de votre enfance et de votre vie dans ce livre que sur votre liste de westerns préférés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas, mais c'est parce que c'est un prétexte et c'est une autre façon de voir les choses. J'allais pas faire un énième livre sur le western, parce qu'il y en a 30, il y en a énormément qui ont été faits. Moi, ce qui m'amusait, c'est de voir le western à travers le prisme d'un enfant et d'un adolescent, puisque c'est pas seulement l'enfant, c'est aussi l'adolescent, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a 40 ans, le cinéma, il y avait pas encore de héros débiles en collant qui volent. C'était les cow-boys. Alors c'est peut-être débile aussi, hein, mais nous on aimait ça, et donc ça a été, pour moi en tout cas, ça faisait partie des films que j'allais voir au cinéma, à l'époque où on pouvait aller au cinéma pour 2 francs, dans des salles à Paris comme l'Actua Champeau ou le Champollion, et voir des vieux westerns, ou des films d'aventure d'ailleurs, ou des grands classiques du cinéma. Et du coup, alors vous l'avez écrit pour qui le livre? Est-ce que Pour vous moi. l'avez écrit pour... Alors voilà, c'est là que je voulais revenir. Est-ce que vous avez pensé à un lecteur comme moi qui ne connaît rien au western et qui pense parfaire un petit peu sa culture? Est-ce que vous l'avez écrit pour des amateurs déjà de western qui connaissent bien le western et comme un partage, un livre de souvenirs, grosso modo, sur Oui, le western? Ou c'est une autre vision que vous Ouais, avez eue en écrivant le livre? ouais, c'était un petit peu tout, hein. De toute façon, comme moi j'ai souvent, enfin, dans les livres que j'ai écrits, il y en a certains qui sont des livres d'aventure, puisque j'ai fait des livres qui se passent sous la Révolution, parce que c'est une période que je connais bien et que j'aimais bien. Mais des livres d'aventure, dans le sens Alexandre Dumas du terme, si vous voulez. Mmh. Bon, comme vous savez pas,
Et j'ai fait aussi un livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui était La suite des Misérables. Oui, Donc, oui, oui, je suis au courant de, de cette voilà, histoire. donc pour écrire La suite des Misérables, il faut évidemment avoir un minimum de culture littéraire, connaître un petit peu Victor Hugo et puis avoir un peu d'imagination. Donc, tout ce que l'on dit à propos du western, eh ben, ça tient un peu de tout ça, c'est-à-dire c'est l'imagination, c'est l'aventure, c'est le caractère des personnages et c'est ce que l'on voit dans le western parce que les westerns, c'est pas aussi débile qu'on pourrait le croire. Il y a toujours des personnages qui sont très bien campés. C'est pas simplement un méchant et un gentil qui se tirent dessus. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les années 50-60, le western et le film noir étaient les genres qui étaient choisis en général par Hollywood, puisque c'est évidemment c'est les Américains qui faisaient ça, où ils sortaient à peu près quand même un ou deux westerns par mois minimum. Vous voyez. Maintenant, comme vous savez, les westerns, il n'y en a plus beaucoup, encore qu'il y a une petite reprise grâce à Kevin Costner, par exemple, ou d'autres. Mais c'est plus du tout les mêmes westerns que les films de John Ford, par exemple, que moi, je n'aime pas beaucoup, parce que je trouve que c'est très nationaliste comme western, et toujours la musique, les tuniques bleues, le grand costaud joué par John Wayne, qui est invulnérable et tout ça. Non, moi, j'aimais plutôt des westerns comme, par exemple, Veracruz, avec un méchant joué par le formidable Burt Lancaster, un gentil joué par le non moins formidable Gary Cooper. On se disait jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Ils sont lancés dans la révolution mexicaine tous les deux. Il y a des femmes qui sont là, qui se lient avec eux. Il y a de l'or, il y a plein de personnages. On est à la fin, on se demande ce qui va se passer. Voilà. Tandis que dans les autres westerns, disons la plupart des westerns faits par John Ford, Raoul Walsh, enfin bon, je ne vais pas citer des noms, mais on sait toujours à peu près que c'est le gentil qui va gagner. C'est amusant, je viens de me rendre compte de quelque chose. Là, je vous écoute parler et argumenter. Je me rends compte que dans le western, il y a un souffle d'aventure que vous avez connu dans votre vie. Est-ce que j'extrapole un peu trop en disant ça ou pas? Ah, je tirais pas plus vite que Pierre Bénichou. Pourtant, j'avais mon Colt, mais non. Ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, moi, si je reviens à votre... Je vais simplement vous dire une chose, parce que je le lis, alors donc c'est pas moi, mais c'est un monsieur qui s'appelle Anthony Mann. Anthony Mann a fait beaucoup de westerns avec un grand acteur qui s'appelle James Stewart. Et voilà ce qu'il disait. Il disait, pour moi, le western est le plus grand des genres. Avec lui, on peut aisément mettre en scène les passions et la violence. De lui, surtout, naît la légende. Alors, non, moi, je trouve que c'est exactement ça, la définition du western, parce que le western, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire ou à la littérature, qu'est-ce que c'est? C'est une chanson de geste. C'est-à-dire, si vous aimez les Chevaliers de la Table Ronde, ou si vous avez aimé l'Iliade et l'Odyssée, c'est exactement ça. C'est toujours des héros qui sont perturbés par l'action de traîtres, de lâches ou d'amis, et qui sont en quête de quoi? Souvent de vengeance. Or, la vengeance, c'est le thème récurrent depuis l'Antiquité. C'est Homère qui a inventé ça. Quand Ulysse revient chez lui et qu'il voit tous les prétendants qui sont autour de sa femme, il va tous les tuer les uns après les autres. Donc c'est quand même très violent, c'est méchant. Et ça a été écrit quand même sous la Grèce antique, ça date pas d'hier. Mais c'est pas le propre aussi de toutes les fictions d'aujourd'hui. Est-ce que tout ce divertissement, tous ces rebondissements là dont vous me parlez, on ne le retrouve pas aussi, pardon, dans les films avec les débiles en collant qui volent? Oui, ben non, moi je ne trouve pas, non, parce que les débiles en volant qui volent, en collant qui volent, excusez-moi, et qui ont des pouvoirs incroyables, ça n'existe pas. Le western, ça a existé, et même si l'image du western est quelque chose qui est idéalisé par les metteurs en scène, et évidemment par les acteurs, ce côté chevalier de la table ronde, chanson de geste, etc., il n'empêche qu'il y a toujours, c'est quelque chose où on peut se mettre à leur place. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, je vois. Moi, un type qui déchaîne la foudre, ça, non, je peux pas me mettre à sa place. Un autre qui arrête les voitures simplement en mettant la main, genre Superman, enfin toutes ces conneries, non, là, ça marche Ouais. pas. L'aventure est délimitée parce qu'on peut vivre réellement et pas parce qu'on et pas par le Exactement. fantasme, quoi. Exactement, exactement. Maintenant, il y a peut-être certains de ces films qui sont réussis, hein. Il y a eu un Batman qui était pas mal, mais bon, c'est la profusion, si vous voulez, qui fait que ça annihile le sujet lui-même, quoi. Ça annihile l'intention, je dirais même. Est-ce que c'est pas aussi le reflet d'une époque? Par exemple, moi, dans les souvenirs que vous avez racontés, il y a des souvenirs qui m'ont un petit peu, j'allais dire choqué, c'est un grand mot, mais quand vous parlez de votre éducation à l'école, où vous dites que vous sous-entendez que les professeurs vous battaient lorsqu'il y avait un quelconque chahutage, pardon. Moi, aujourd'hui, ça me choque qu'un professeur tape son élève. Et pourtant, c'était admis, on est d'accord. C'est Oui, bien ce que. Oui, oui. c'était admis, et pourtant, je n'ai pas l'âge d'Anatole France, hein, excusez-moi, mais bon. Mais oui, c'était hier, donc, quoi, grosso modo. Hein. Moi, je vous parle des années 60-70. Oui, ben, c'est. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses en plus. Donc, c'était pas d'ailleurs tellement les profs, mais c'était les surveillants. Les surveillants avaient la main leste. Et en plus, moi, comme j'ai été dans une institution religieuse, les curés aussi avaient la main leste. Ouais. Bah, je vais vous citer là. C'est pour ceux qui auront le livre entre les mains, c'est page 44. Je cite: Un jour, un curé m'a filé une tannée à la cantine. Donc, déjà, tannée, on voit très bien ce que ça veut dire. Le mot est fort. J'avais pris une pomme de terre avec mes mains. Faut se dire, bordel, juste une pomme de terre avec les mains, quoi, ok. Il s'appelait Bonnet, un Billy the Kid de sacristie. J'ai rêvé de le scalper. Manque de peau, il était chauve. À la salle d'études, on se méfiait de jambes de bois. Un boiteux méchant comme un sang de clous. Il était économe. Il dépensait son énergie à nous coller. Un matin, on l'a poussé dans l'escalier, comme ça, par inadvertance. Qui, mystère et boule de gomme, il n'est jamais revenu. Le destin était venu à notre rescousse. Peut-être un homme des vallées perdues. Donc là, ça appuie ce que je disais. Ok, l'époque, je la trouve violente. Ça explique le western. Je trouve que c'est le reflet du coup de l'époque. Est-ce que sur ça, vous êtes d'accord ou pas? Oui, tout à fait, oui. D'une certaine façon, enfin à cet âge-là, hein, parce que là, quand on était un petit peu molesté comme ça par les autorités des écoles, on avait entre 10 et 13 ans, 14 ans. Ensuite, moi, j'aurais pas accepté de prendre une baffe, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que ça m'avait rendu évidemment teigneux et méchant, d'une certaine façon. Donc, le fait de voir des westerns, c'était une façon de se venger de ce que l'on subissait. C'est-à-dire qu'il y avait des vengeurs masqués, où il y avait des héros auxquels on pouvait s'identifier. Vous voyez? Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'exprimaient avec leurs poings, parfois évidemment avec les colts, puisque l'essence du western, c'est quand même ça, c'est les armes. Hein. Sans armes et sans méchants, il n'y a pas de western. Donc, oui, c'était le côté justicier, si vous voulez. Vous voyez? Oui, je vois. À cette époque, à l'école, enfin, en tout cas dans l'école où j'étais, on a beaucoup pâti du manque de justice. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'on était un petit peu trop mené à la baguette. Et pour ne pas dire taper à la baguette, même d'ailleurs, puisqu'il y avait même des châtiments corporels. Comme vous savez, les châtiments corporels, ça existait dans les collèges anglais, il n'y a pas que en France. Hein. Et puis ça existe depuis le début, depuis la nuit des temps, en fait, puisque au 19e, 20e siècle, lorsque par exemple vous alliez dans vous alliez dans une armée, vous deveniez cadet d'une certaine façon, et pour devenir cadet, on vous faisait passer dans une rangée d'autres soldats qui avaient des badines, et vous passiez dans cette rangée et vous receviez un coup de badine de chaque soldat. Ok, super. Ça forme le poil. Ça forme le poil. Ouais. Vous savez quoi? Ça me fait penser. J'ai un ami militaire qui me raconte que son initiation, pour lui, c'était dans la chambre, il se prenait des coups de poing dans les abdos pour tester sa solidité, quoi. Oui. C'est un peu hérité de ça, quand même.
C'est toujours, oui, c'est quelque chose. Il ne faut pas non plus dire que ce n'est que ça, hein. Hmm. Mais disons que il y a toutes les épreuves qui sont autour dans l'armée, que ça soit les parcours du combattant, le parcours du risque, les entraînements commando, toutes Hmm. ces choses-là. Bah oui, on va vous former pour devenir un soldat d'élite. Je parle des commandos, hein, dans les paras, dans la Légion ou dans les troupes de marine, par exemple, ou les commandos de l'air. Bah oui, on va pas prendre des jeunes filles. Encore qu'il y ait des jeunes filles qui le font, d'ailleurs. Oui, oui. Je fais une parenthèse. J'ai lu ce passage-là aussi pour montrer à quel point c'était bien écrit. Euh, il s'appelait Bonnet, un Billy the Kid de sacristie. J'ai rêvé j'ai rêvé de le scalper. Je trouve que votre écriture, euh, elle est précise. Alors, vous savez, Précise et imagée. puisque on parle de ce Bonnet, en plus, c'est son nom. Il s'appelait l'abbé Bonnet. C'était un sale con, je vous le dis tout de suite. Ah ouais. Et moi, j'avais quel âge? J'avais, je sais pas, 10 ans. Et au collège, quand il m'a filé une raclée, il m'a, en plus de ça, accroché la statue de la Sainte Vierge en faisant passer une partie du. Parce que j'étais demi-pensionnaire, donc des demi-pensionnaires, en disant regardez le cochon qui ne mérite pas la vie éternelle. Oh là là. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai choisi comme confesseur. Et je me suis dit, toi, mon pote, tu vas me le payer cher. Et je l'ai pris comme confesseur, pourquoi? Parce que vous savez que quand vous vous confessez, il y a le confessionnal, hein, ça va être des trucs avec des barres en bois et tout ça. Oui. Et je m'étais dit, je vais parler tout doucement, comme ça, il va tendre la tête. Et moi, j'aurai mon porte-plume. On avait des porte-plumes sergent-major. Vous savez, des vieux porte-plumes avec des plumes au bout. Et il va s'approcher. Et quand il sera vraiment très près, je lui enfoncerai le porte-plume dans l'œil. Vous l'avez fait? Ah bah non, autrement je serais pas là, c'est en prison. J'aime bien la cruauté, c'est bien. Ouais, mais vous voyez, toute cette ambiance-là, il y a aussi une affection derrière votre livre, une sorte de nostalgie de l'affection que vous avez avec vos amis et votre père notamment. Et moi, il y a une phrase qui m'a bouleversé, c'est à la fin, je vais la lire. Il n'y a jamais eu chez mon père ce besoin de dire tu seras un homme, mon fils. C'est venu tout seul. Une initiation spontanée. Un exercice de tolérance se traduisant par à toi de voir. Attitude très westernienne. Ouais, exactement. Et voilà. Et je trouve que cette phrase-là, elle est dans le dernier chapitre. Elle résume elle résume le western, elle résume votre livre, et j'allais dire, elle a ce souffle de, ouais, c'est violent, mais derrière, il y a quelque chose de solide, quoi. Ah oui. Mais c'est la raison pour laquelle aussi j'ai toujours eu une tendresse un peu particulière dans le western pour ceux qu'on appelle des méchants. Mm. Pas les vrais méchants qui sont là, qui tuent tout le monde, qui sont des brutes épaisses, hein. Mais les méchants qu'ils deviennent, c'est parce qu'ils ont une faille et que dans le western, comme d'ailleurs dans les héros de l'Antiquité, il y a toujours une faille. Il y a toujours quelque chose qui est expliqué pourquoi ils sont violents ou pourquoi ils ont fait ceci ou pourquoi ils ont fait cela. Et chez les méchants, et je pense encore une fois à Burt Lancaster dans ce film, c'est à nous on nous explique pas, on ne nous dit pas, tiens, tu vois mon pote, c'est comme ça que pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela, c'est parce que il a été battu quand il était petit, non, on n'explique pas, c'est à vous de deviner. Et c'est ça Mm. qui est bien dans le western et dans les westerns pour beaucoup. Ouais, c'est l'expérience, quoi. Oui, 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 c'est à vous vous savez, des westerns très violents comme La Horde sauvage de Sam Peckinpah, par exemple, où on se dit, mais ces types-là sont vraiment des brutes, quoi. C'est vraiment, ils tuent tout le monde, hein. Mm. Mais il se trouve que parmi les acteurs qui sont ces brutes, il y a William Holden, il y a Ernest Borgnine. Enfin bon, je ne vais pas citer les noms parce que peut-être qu'en plus vous les connaissez pas forcément. Mais je veux dire, c'était des grands acteurs. William Holden était un grand acteur hollywoodien qui avait tourné dans le pont de la rivière Kwai, par exemple, hein. Et donc on se dit, mais pourquoi ils sont comme ça, quoi. Et petit à petit, dans le film, on ne nous explique pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont eu comme enfance et tout ça, mais on les voit et il y a de l'amitié entre eux. Et cette amitié entre eux se traduit par notre interprétation, c'est-à-dire, et ces types-là, ils sont dans la violence parce qu'ils ont toujours été dans la violence, d'une certaine façon, Mm. mais il y a quelque chose en eux quand même qui peut les sauver, quoi, voilà.
Ouais, qui touche. Le western lui-même est très crépusculaire parce que rien ne les sauvera, ils seront tous tués. Mais vous voyez, il y a cette faille, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce questionnement, il y a le doute. Et le doute, dans un film comme le western, c'est ce qui est le plus important. S'il n'y a pas de doute, moi, ça ne m'intéresse pas les westerns comme ça. Oui. Dans Les 7 mercenaires, par exemple, il y a un doute. Dans L'homme qui tue à Liberty Valence, il y a un doute. Vous voyez, et c'est ce qui fait la qualité du western, parce que ça en fait un film autre qu'un western. Ça va plus loin qu'un western. Comme je vous disais la phrase tout à l'heure d'Anthony Mann, il y a tout dedans. Il y a toutes les passions, il y a tous les sentiments. C'est pas simplement, encore une fois, un gars avec un Stetson sur la tête, qui a une ceinture avec un colt et qui est en face d'un autre. Et bon, ça, c'est un peu la déraison et la moquerie qu'il peut y avoir dans les westerns spaghetti, par exemple, avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Lee Valak, etc. Et qu'on peut très bien ne pas aimer. Il y a le côté dérision, c'est la commedia dell'arte, tournée en western. Mais dans le western américain, il y a quand même toujours cette notion de. C'est pour ça que c'est beau, bah oui, c'est beau, quand il y a cette notion de thème, j'allais dire freudien, c'est pas ça, mais qu'il y a toujours cette dimension tragique de la tragédie. Et, Oui. Nietzsche a écrit un livre qui s'appelle La naissance de la tragédie à l'époque de la philosophie, ou La naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, pardon. Et ben pour moi, le western, c'est un peu ça. D'accord. En gros, si je comprends bien, le western, c'est pas juste un pur divertissement. Ça peut l'être, mais quand vous grattez, vous avez une profondeur derrière et une profondeur des personnages. Et même si ce n'est pas dit, elle existe et c'est à vous de la trouver, de la comprendre. Exactement. Voilà. On, Bravo. Voilà. on revient Bon, encore à ce que vous disiez. Ah, Pardon, merci, je vous ai coupé, hein. allez-y. Allez, et à bientôt. Allez, au revoir. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'expérience qui prime. Tu veux apprendre à nager, va dans le grand bain. Et tu veux être journaliste, lève le doigt et dis je veux m'occuper de cet article, de ce sujet. Ah, ça ne veut pas dire ça qu'on ne peut pas avoir d'éducateurs, maintenant on dirait de gourous, je ne sais quoi, c'est-à-dire de gens qui finalement sont ceux qui vont vous apprendre à. Moi, je vous parlais tout à l'heure au Nouvel Observateur, je croyais que quand j'avais fait tous mes articles dans le quotidien de Paris, j'avais plus rien à apprendre, hein. C'est-à-dire que je me prenais pour un bon. Eh ben, je me suis ramené au Nouvel Observateur avec Walter Levino et il m'a fait faire des articles et il me les a fait recommencer 2 fois ou 3 fois. Et donc, on a besoin, et je reviens là aussi dans le western, parce que dans le western, il y a parfois un gunfighter qui devient le maître d'école, si je puis dire, d'un jeune qui va devenir à son tour un tireur d'élite et tout ça. Et donc, il y a une sorte de relation de père-fils qui se joue entre les deux. Et parfois, le fils, voulant dépasser le père, risque de tuer le père. Vous voyez, notion là aussi psychologique. Vous avez parlé là de western spaghetti il y a quelques minutes. Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous énerver, mais c'est que pour moi, le western spaghetti, jusqu'à la lecture de votre livre, je pensais qu'il n'y avait pas de différence. Je pensais que le western spaghetti, c'était du western, quoi, grosso modo, et il y avait pas de différence, quoi. Avatar du western américain. Voilà. Vous savez bien que les Italiens, ils sont très forts, hein. Moi, je suis d'origine italienne, alors je ne vais pas vous dire du mal des Italiens, mais je veux dire, ils ont fait les péplums. À l'origine, quand même, c'était les Américains qui en avaient fait, hein. Rappelez-vous, Bénur et compagnie. Eux, ils ont fait des péplums où il y avait et de la dérision, mais aussi des trucs qui n'étaient pas si mal. Ils ont fait toute la série avec les Hercule, etc. Ensuite, ils ont fait la dérision sur les films policiers qu'on a appelés en italien les giallo, où c'était des crimes atroces qui étaient commis et où il y avait un inspecteur qui... Et il y a toujours il y a le sentiment j'allais dire, de personnage un petit peu digne de Pantalon, de Polichinelle, vous voyez, c'est-à-dire tous les protagonistes de la commedia dell'arte. Il y a toujours ce personnage, et ben on le retrouve ça, parce que c'est l'esprit italien, on le retrouve dans les western spaghetti. Il y a c'est déraisonnable, hein, souvent, hein, mais regardez les films de Fellini, c'est déraisonnable.
C'est ça qu'on aime quand on regarde la Dolce Vita ou Otto et Mezzo 8,5. Oui. Bien dans le western spaghetti, il y a cette déraison, il y a ce côté complètement exagéré, un peu foldingue, comme il y a dans Le Bon, la Brute, le Truand, par exemple, de Sergio Leone, puisque le grand metteur en scène du western spaghetti, c'était Sergio Leone, comme vous savez. Et comme vous savez aussi, Clint Eastwood, s'il est devenu l'acteur qu'il est devenu, c'est grâce au western spaghetti. Parce que s'il n'avait pas tourné pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, dans Le Bon, la Brute, le Truand, Clint Eastwood, il serait resté le grand con cow-boy dans son ranch en train de conduire des bœufs, point final. Ouais, c'est fou ça. Mais vous le dites, vous écrivez le grotesque est la marque de fabrique du spaghetti. L'anachronisme, Voilà, on s'en fiche. Ouais, exactement. Mais vous savez, l'anachronisme, c'est parce que moi je connaissais, et je le dis d'ailleurs dans le livre, un spécialiste du western qui était un copain de mon père, qui était collectionneur d'armes américaines, de western d'ailleurs aussi, et qui avait une très belle collection. Eh bien, il détestait le western spaghetti. Vous savez pourquoi il détestait les western spaghetti? Parce qu'un jour, il est allé voir Le Bon, la Brute, le Truand, et dans Le Bon, la Brute, le Truand, il y a un acteur qui est un acteur américain, d'ailleurs, c'était souvent le cas dans les spaghettis, qui s'appelle Eddie Valack, qui, je vous le rappelle, avait tourné dans un film avec Clark Gable et Marilyn Monroe, qui étaient je ne me souviens plus du titre, là, où d'ailleurs Clark Gable est mort 6 mois après, Marilyn Monroe 6 mois, et Montgomery Clift qui jouait aussi. Et donc, il y a cet acteur Eddie Valack qui fait le truand, et à un moment, il est dans une... c'est pendant la guerre de sécession. Hein. Il est dans une armurerie avec un gars qui lui présente des flingues. Il lui présente un Colt Navy, un Remington. Et lui, avec toutes ses armes, il va en faire une. Il les démonte et il les met, les imbrique les unes dans les autres. Tout ça. Bon, bah, ça, c'est pas possible. Vous voyez, c'est ça, l'anachronisme et la folie du western spaghetti. Donc, le copain de mon père, rien que pour ça, il a dit les western spaghetti, ça vaut pas un clou. Ouais, vous racontez l'anecdote, hein, d'ailleurs, dans le livre, vous le racontez, vous la racontez, cette anecdote dans le livre. Terence Hill et Bud Spencer, c'est du spaghetti, on est d'accord? Ouais, mais c'est niais, ça. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça niais. Ouais, c'est pour les enfants. Moi, j'ai vu ça enfant, et voilà. Et enfant, j'ai adoré. Je me suis dit, bah, ça, c'est du western, quoi. Et quand j'ai vu du vrai western, j'ai trouvé ça moins. Ouais, le vrai western, par exemple, c'est un film qui est passé il y a 6 mois à la télévision. C'est un film d'ailleurs de Kevin Costner qui s'appelle Open Range. Oui. Là, vous avez un excellent western. C'est vraiment très, très bien. Il y a toutes les codes du western d'une certaine façon, mais avec une autre dimension là aussi. On se dit, tiens, ce type qui est joué par Kevin Costner, est-ce qu'il va se maquer avec cette fille qui est relativement intelligente, qui est dans le village, un village qui est évidemment sous la coupe d'un affreux méchant, hein, comme c'est souvent le cas dans les westerns, puisque moi, ce qui a déclenché évidemment du western, c'est le premier film que j'ai vu dans ma vie. J'étais avec mon père et on a vu Rio Bravo. Et Rio Bravo, c'est un film de Howard Hawks, superbe western, avec une musique superbe, avec des acteurs qui sont John Wayne et Dean Martin. Moi, j'aime Dean Martin parce que justement, il y avait une faille en lui. C'était l'ivrogne. Est-ce que l'ivrogne allait arrêter de boire? Vous voyez? C'est ça qui est beau et de beau dans le western. C'est pas John Wayne qui impassible, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, le héros grec de genre Achille, qui n'a même pas de talon d'Achille pratiquement d'ailleurs, et qui sera toujours gagnant. Non, le héros, pour moi, c'est Dean Martin. Ouais. Vous en parlez de Open Range, hein, dans le livre aussi, vous le conseillez. Moi, je l'ai bien noté, je vais me le faire du coup, pour pas faire ma... Vous verrez, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Bye bye, les héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des Solitaires, à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à ce qu'on disait au début. On parlait du film des super-héros, de cette mode-là. Vous écrivez, vous, qu'aujourd'hui, ces films-là, ils apprennent à l'acheter, si j'ai bien compris. Je vais dire un extrait. Les garçons... Oh non, c'est pas celui-là, attendez, excusez-moi. Je sais ce que vous allez dire. Allez-y. Ouais, donc je vais le dire à votre place, c'est-à-dire que moi je trouve que beaucoup de films actuels avec super-héros ou sans super-héros d'ailleurs mettent en exergue la lâcheté, c'est-à-dire qu'on vante finalement le gars qui se débine, le gars. Évidemment que ça existe, dans le western aussi il y a ça, mais je ne crois pas que ça soit une bonne éducation. Il vaut mieux dans un film montrer que le type est relativement droit, qu'il est relativement honnête, qu'il est loyal, qu'il est fidèle. Et que ce n'est pas un traître. On est dans une société, regardez en politique, avec des traîtres. Ça existe là aussi depuis toujours, les traîtres. Hein. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Donc, la trahison, c'est quelque chose, c'est la chose la mieux partagée au monde. Il y a même des gens, d'ailleurs, qui disent que s'il n'y a pas de trahison politique, il n'y a pas de politique. Donc, bah oui, alors on trouve ça dans les héros, parce que la mode suit d'une certaine façon. Et moi, j'ai pas tellement envie de voir au cinéma ce qui est moche. Je préfère voir au cinéma ce qui va me faire rêver, ce qui plaît et tout ça. Vous voyez ? Ouais, quelque chose qui grandit. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Quelque chose qui grandit. Voilà. Raison pour laquelle j'aimais le western. J'ai aimé le western pour ça. Et d'une certaine façon, même les films d'aventure, par exemple, un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, Les Aventuriers de l'Arche perdue, je dois avouer que c'est amusant. Et puis, le héros nous plaît. En plus, il est contre les méchants allemands. Vous voyez, il y a tout. Bon, il n'est pas lâche. Et puis, quand il est face à un gros costaud qui risque de lui casser la figure, son pistolet, il le tue, comme ça, il n'y a pas à se battre contre lui. Bon, vous voyez, là aussi, il y a un côté dérision. C'est ça qui est bien. Moi, c'est ce que j'aime dans le film. Dans le cinéma, c'est à la fois quelque chose qui fait rêver, où il y a de l'humour et de la dérision. Je pense qu'on ne peut pas complètement baser ou
une philosophie ou un film ou une carrière sur la dérision. Sur la dérision, ça se retourne toujours contre vous. C'est ce qu'on appelle aussi l'ironie permanente. Vous savez, il y a des gens qui ricanent tout le temps. Oui, oui. Non, il y a des moments où on ne doit pas ricaner. Il y a des moments, non. Le ricanement, c'est vraiment la science des connards, je trouve. C'est amusant que ça me fait une belle transition, ça m'offre une transition plutôt. On a interviewé en octobre ou novembre dernier Adrien Desnouettes, qui est critique cinéma sur France Culture, à l'occasion d'un livre sur Jim Carrey, et il disait justement ces deux points, que le rire permanent avait nui à Jim Carrey, mais surtout que le cinéma était une affaire de cycle, qu'il y avait eu des westerns, après on était passé à la comédie, aujourd'hui c'est les films de super-héros qui sont en train de mourir, et ça va ouvrir la voie à un autre genre cinématographique, éventuellement même un genre qui a déjà été existé, qui va revenir. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que le western, dans cette époque un peu sombre, j'ai envie de dire, le western et les valeurs qu'il porte, est-ce que vous pensez que ça peut revenir? Oui, ça peut revenir, mais sous une autre forme. Vous voyez Open Range, par exemple? Ce je serait vais un prendre renouveau? Ouais, je vais prendre un exemple. Once Upon in Hollywood, là, vous savez, le film de Oui, Tarantino. Tarantino. Ouais, bon, bah moi, ça me plaît, ça. Parce que dedans, il y a à la fois de l'humour, il y a quand même des types qui sont, surtout celui qui est joué évidemment par Brad Pitt, puisque le personnage de Leonardo DiCaprio, lui, est un peu plus ambigu. Hein, c'est un faux héros de cow-boy. D'ailleurs, il tourne dans les westerns, dans le film et tout ça. Mais vous voyez, vous avez une palette là qui est quand même formidable et qui peut correspondre à la réalité. Sauf que, comme vous savez, à la fin, c'est lui qui tue les gens qui voulaient assassiner Sharon Stone, c'est ça? Non, pas Sharon Stone, Sharon Tate. Pardon. Oui. Sharon Tate, qui était la femme à l'époque de Polanski. Polanski. Et comme on le sait, bon, bah, ça s'est mal terminé pour Sharon Tate et pour ses amis. Alors que dans le film de Tarantino, c'est le contraire qui se passe. Il les pulvérise tous. Donc, il y a ce côté, vous voyez, Tarantino, il a un côté un peu comme ça, déraisonnable, c'est-à-dire où il peut faire du cinéma parfois un peu bavard et un peu chiant, mais il a un peu révolutionné le cinéma. Hein, quand vous voyez ses premiers films qu'il a fait, surtout, parce que les westerns qu'il a fait, moi, je suis pas trop sensible parce que je trouve que c'est très, 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 très bavard. Ça dure 2h30, 3 heures, ça n'en finit pas. Le western, on bavarde pas. Hein. Tu parles ou tu tires. D'une certaine façon, c'est ça. On prend des décisions. Oui, exactement. Et ce qui est le cas d'ailleurs dans la vie. On peut négocier, on peut parler, mais il y a un moment, c'est plus possible. Oui. Quand on a parlé, il faut passer à l'action. Voilà. Exactement. Vous, ça m'offre encore une autre transition. Excusez-moi, c'est parce que je l'avais en tête. C'est un autre film que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus qui est le metteur en scène. Je crois que c'est un Français d'ailleurs. Il a fait Babylone. C'est Damien Chazelle. Voilà, Damien Chazelle. Moi, j'ai trouvé que ce film m'a enthousiasmé. Parce que ça parle d'une époque, parce qu'il y a du mouvement, parce que, vous voyez, parce qu'il y a de l'humour, il y a de la tragédie, parce qu'il y a tout, on passe par tous les sentiments de la vie dans ce film. Alors c'est baroque, bien sûr, hein, comme l'étaient les films de Fellini, d'une certaine façon, mais c'est baroque, mais peut-être que moi c'est le genre que j'aime bien quand c'est baroque. Alors, je fais de l'auto-promo, j'en profite. Samedi 15 février à 18h, passe une émission qui s'appelle L'Instant Culte, dans laquelle on va décortiquer Babylone, justement. Donc, soyez à l'écoute, radioverse.fr pour cette émission. Pas ce samedi, mais le prochain. Alors là, vous avez quasiment répondu à ma prochaine question. Donc, je vais quand même vous la poser si vous voulez apporter plus d'indications. Mais moi, j'avais cette idée-là. Alors, vous allez voir, je pars de loin. Vous écrivez au tout début, je crois que c'est dans le premier chapitre, que le western aujourd'hui il sait plus se tenir. À gauche, à droite, on ne sait plus où il est. Et vous dites en plus que aujourd'hui la plupart des westerns seraient cancel. Vous citez même John Wayne qui dit par exemple, je cite votre livre, je déteste les femmes qui veulent être des hommes. Fin de la citation. Vous écrivez de nos jours, le gros plissé. C'est le surnom de Wayne, ça m'a bien fait rire ça, n'aurait pas la carte. La cancel culture lui ferait la peau. Wayne raciste, Wayne facho, réalisateur du lourdingue Les Bérets Verts, mais il ne désarmerait pas.
Ne pas être fidèle à soi-même conduit au pire des convenus. Fin de la parenthèse. Moi, je reviens sur ça, ça me fait penser. Le western, c'est le reflet de son époque, d'accord. Ça, on peut être d'accord sur ça. Mais du coup, qu'est-ce qui serait grave à faire un western aujourd'hui? Ce serait quoi un western aujourd'hui? Et vous avez donné un petit peu la réponse. Je vous pose quand même, si vous voulez ajouter un peu plus, vous me dites, sinon on passe à la suite. Non, on passe à la suite parce que j'ai déjà répondu. Je suis Il y a d'accord, des, oui. il y a des westerns actuels d'une certaine façon. Mais le western, c'est aussi le refus d'un individu d'accepter ce que la société veut lui faire faire. Vous savez, il y a un film qui s'appelait Seuls sont les indomptés avec Kirk Douglas. C'était un western moderne, ça se passait à notre époque. Et lui, il refusait la société de consommation, la société actuelle. Donc, il se réfugiait dans la montagne avec son cheval. Bon, et ça se terminait mal pour lui. Mais vous voyez, il y a toujours des sujets à explorer. Donc, un western, bon, fait par Tarantino, je vous ai répondu déjà tout à l'heure. Hmm. Je ne suis pas un fan, comme on dit. Parce que je trouve que, encore une fois, c'est très bavard. Vous savez, lui, c'était un grand admirateur du western spaghetti, justement. Oui, oui. Et à tel point qu'il a fait un film, Django, où le Django n'est plus un blanc, mais un noir, et où il fait tourner dedans l'acteur italien qui s'appelle Franco Nero, et qui jouait dans le Django original des années 60. C'est donc Oui. très vieux. Le remake, c'est Django Unchained, et vous en parlez aussi dans Voilà. votre livre. C'est écrit, Voilà. ouais. Vous racontez l'anecdote. Et je trouve pas ça très bon parce que ça, d'abord, on n'y croit pas beaucoup, et puis ça dure. Au moins, la qualité des westerns spaghetti, ou si par exemple, parce que vous savez, à la télévision, si vous regardez sur Ciné Classique ou sur des chaînes comme ça, il repasse pas mal de westerns spaghetti. La possibilité qu'on a, c'est quoi? C'est de zapper. Si on trouve ça con, on change. Au cinéma, moi, quand ça me plaisait pas, je me levais, je me tire. J'ai payé ma place, donc voilà. Je suis désolé. En plus de ça, c'est pas du théâtre. On va pas déranger l'acteur. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Les westerns tellement débiles, les dialogues débiles, les histoires débiles. C'est ça qui a nui aussi au western. C'est que aussi bien d'ailleurs les Américains que les Italiens ont fait des films très mauvais. Et quand on fait un film très mauvais, ça tue le genre. Et le genre, il est mort à la fin des années 70, au début des années 80. Ok. Ça rejoint ce que vous dites dans votre livre. Vous dites qu'un western, il est bon ou mauvais. Et point final, il n'y a pas à épiloguer, il n'y a pas à chercher la critique. Soit on le comprend, soit on ne le comprend pas, quoi. Soit on voit ce qu'il y a derrière, ou soit. Non, c'est ce que je vous dis, c'est tout simple, c'est le bon sens. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Et basta. Voilà. Il n'y a pas à chercher que ceci, que cela. Non. Et en plus, à vous, c'est comme si vous rentrez dans une salle d'exposition. Vous allez voir, vous allez au Louvre, où il y a tous ces tableaux majestueux, et puis comme par hasard, vous tombez en admiration devant un tableau, pas devant les 10 autres qu'il y a, mais devant un. Bon, c'est celui-là qui va vous plaire. C'est celui-là que vous décidez d'inscrire dans votre mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les autres. Je dis un lieu commun, mais c'est la Joconde. Tout le monde s'arrête devant la Joconde parce que c'est la Joconde. Moi, la Joconde, ça m'emmerde, vous voyez. Donc, je préfère des autres œuvres de Léonard de Vinci qui sont moins connues et que je trouve plus jolies. Mais bon, il y a eu tout un truc autour de la Joconde, comme il y a eu tout un truc autour du metteur en scène que moi, je n'aime pas trop, comme je vous disais tout à l'heure, même si je trouve qu'il y a quand même des films qui sont bien, qui est John Ford. Il m'a toujours emmerdé, John Ford. Ok, c'est noté, merci. D'habitude, on termine toujours les interviews avec des propositions. Je demande aux interviewés de nous donner 2-3 films qu'ils nous conseillent. Mais là, c'est pas la peine, parce que vous finissez le livre avec 20 meilleurs westerns. 10 westerns américains et 10 westerns spaghetti. Donc, je renvoie la liste qui se trouve dans votre livre, et je vous propose plutôt de me conseiller un autre film ou un autre livre. Oui. Et puis, dans cette liste, je vous en ai parlé pendant l'interview. Je vous ai parlé de Rio Bravo, je vous ai parlé de Veracruz. Donc, ils y sont. Ça fait partie du panthéon. Mais c'est ce qu'on appelle des grands classiques. C'est comme les films du cinéma français, que ça soit
René Clément, Jean Renoir, etc. Il y a des grands classiques qui sont incontournables. Alors, on peut ne pas aimer, mais c'est des grands classiques. Moi, j'ai mis les grands classiques qui font partie de mon panthéon personnel. Super. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'interview. Le livre s'appelle Total Western. C'est aux éditions Séguier. Tous les liens Séguier. seront sur le site internet lanuitdudimanche.fr, radioverse.fr et sur les réseaux sociaux. Je vous conseille franchement le livre. Il est super. Merci beaucoup, Elmina, de nous avoir aidés pour la première partie. Et on se retrouve très vite. Je laisse le dernier mot, le mot de la fin à François Céreza. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben ça, c'est parfait. Just my rifle, my pony and me. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow to be roping, no more stray, no more stray. Will I see round the bend, she'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony,